Bonjour à tous, voici le moment très attendu, des meilleurs moments de ce congrès de Rome, l'Art 2015, qui se termine déjà. Moi, je vais faire un focus, j'ai fait un focus particulièrement sur certaines maladies systémiques. Je partage le travail avec David Launay. Donc, je me suis intéressé au lupus, aux vascularites systémiques. Je peux déjà vous dire que les données de l'ELAR 2015 n'ont pas bouleversé la prise en charge des patients dans le domaine du lupus ou des vascularites. Et il n'y avait pas d'avancée thérapeutique nouvelle, pas de données de stratégie thérapeutique dans les vascularites. C'est pourquoi je vais uniquement faire un focus aujourd'hui sur ce qui s'est dit dans le lupus systémique. Alors il y a tout d'abord les recommandations EULAR pour la prise en charge de la femme au cours des différentes périodes de la vie génitale. Je pense qu'il est bon d'en rappeler quelques-unes. J'en ai sélectionné, on ne va pas toutes les revoir ensemble, elles vont être publiées dans quelques mois dans Annals of Rheumatic Disease, mais il y a quelques données importantes. Je les rappelle, les méthodes de préservation de la fertilité, particulièrement l'utilisation des analogues de la GnRH, doivent être considérées chez les femmes pour lesquelles on envisage un traitement alkylant. C'est de plus en plus rare néanmoins. Et les méthodes de reproduction assistée semblent donner des résultats comparables à ceux de la population générale et peuvent donc être utilisées avec une bonne sécurité si le lupus est stable et inactif. Et les patients avec antiphospholipides doivent recevoir un traitement anticoagulant s'ils ont un authentique syndrome des antiphospholipides ou sinon de l'aspirine à faible dose. Bien. Cette recommandation est intéressante. L'hydroxychloroquine, les corticoïdes et le bolus par voie ou le traitement corticoïde par voie orale, l'azatioprine, la cyclosporine A et le tacrolimus ainsi que les immunoglobulines polyvalentes peuvent être utilisés en cas de poussée du pic pendant la grossesse. Vous utilisez largement l'azatioprine au cours de la grossesse. Certains patients sont intolérants, font des complications notamment hépatiques. Eh bien, il y a des alternatives au cours de la grossesse s'il y a une glomérulonéphrite proliférative qui survient, notamment donc la cyclosporine et le tacrolimus. Chez les patientes qui ont un lupus stable ou inactif et qui n'ont pas d'anticorps antiphospholipides, le traitement hormonal substitutif peut être proposé si la ménopause est très symptomatique, s'il y a des troubles vasomoteurs et si la femme est très handicapée, si les petits moyens ne suffisent pas. Donc, en l'absence d'antiphospholipides. Le dépistage des cancers est identique à celui dans la population générale, mais avec un focus particulier sur le col utérin chez les femmes qui ont des antécédents d'exposition aux immunosuppresseurs. Et enfin, comme pour la population générale, la vaccination contre HPV doit être discutée chez les femmes lupiques. Vous savez qu'elles sont plus à risque d'infection HPV du col. Et donc, il faut discuter la vaccination chez les adolescentes lorsque la maladie est stable ou inactive. Bien, ensuite, on va dire quelques mots du registre français des BAV congénitaux, un registre piloté par Nathalie Costedois, vous le savez, et qui regroupe maintenant 214 cas de BAV congénitaux. 202 étaient diagnostiqués in utero et 12 à la naissance. Tout cela venant de 195 mères avec un anti-SSA. Vous voyez, 99,5%, ce qui fait qu'il y a une mère qui n'avait pas d'anti-SSA, mais uniquement des anti-SSB. Ma foi, dans cette cohorte, toutes ces femmes ne répondaient pas à des critères de classification d'une connectivite, puisque vous voyez que simplement 26, un quart d'entre elles avaient une connectivite caractérisée comme un lupus, un Sjogren ou une connectivite indifférenciée. Et les autres, pas de connectivite connue au moment de la survenue du BAV. Évidemment, ces femmes, c'est à surveiller au plus long cours, au très long cours, parce que 5, 10, 15 ans plus tard, peut survenir une connectivite. Alors, la mortalité fœtale observée est quand même importante, 15%. Le suivi moyen des enfants à la naissance était de 7 ans, donc allant de la naissance jusqu'à 36 ans. 79% des enfants vivant à la naissance étaient porteurs d'un pacemaker. Et ce qui est important à rappeler et à insister, c'est que 18% d'entre eux avaient une cardiomyopathie dilatée. Et 11% vont décéder après la naissance. En termes de cardiopathie, par fibrose sous-endomyocardique habituellement, qui peuvent aussi détruire les valves d'ailleurs, eh bien 13 cas étaient connus à la naissance et parfois peuvent être déjà dépistés in utero. Et 22 ont eu un début tardif. Alors début tardif avec une médiane de 15 mois. Les extrêmes sont extrêmement pertinentes, enfin relevantes, 3,6 mois de début jusqu'à 22 ans. C'est-à-dire que les enfants qui naissent de mères avec anticorps anti-SSA et qui ont un BAV congénital peuvent développer une cardiomyopathie dilatée jusqu'à
à 22 ans et peut-être même au-delà, ce qui fait que ces enfants doivent avoir un suivi tout au long de l'enfance et jusqu'à l'âge adulte. Et en analyse multivariée, eh bien, la présence d'une cardiomyopathie dilatée multiplie par 36 le risque de décès. On parle beaucoup de l'intérêt depuis de nombreuses années maintenant de l'hydroxychloroquine au cours de la grossesse. Chez les femmes qui ont ou non des antiphospholipides, on a parlé du rôle bénéfique notamment sur l'ischémie placentaire, sur les phénomènes thrombotiques, récemment sur le risque de survenue de bloc auriculo-ventriculaire d'ailleurs, qui est diminué en cas de prise d'hydroxychloroquine. Mais là, l'équipe italienne, dans ce registre, avec des données rétrospectives monocentriques, ont identifié 170 grossesses chez 96 femmes ayant des anticorps antiphospholipides persistants. 65 d'entre elles recevaient de l'hydroxychloroquine avant la grossesse et ont maintenu pendant la grossesse, c'est le groupe de référence, et un groupe témoin de 119 grossesses consécutives qui n'étaient pas sous hydroxychloroquine au moment de la conception. Et les résultats sont vraiment impressionnants, parce que si la femme était sous hydroxychloroquine au moment de la conception, et si elle garde l'hydroxychloroquine pendant la grossesse, eh bien, il y a significativement plus d'enfants vivants, 66 versus 57%. Moins de pertes fétales avant 10 semaines, 2% seulement versus pratiquement 11%. Et moins de complications placentaires à type de prééclampsie, hématome rétroplacentaire et retard de croissance intra-utérin. Vous voyez, la différence est importante, 2% versus 10%. Donc voilà, un argument de plus encore pour bien enfoncer le clou qu'il faut bien maintenir et mettre, si une femme débute une grossesse, du Plecanil chez les femmes qui ont des antiphospholipides. En analyse multivariée, eh bien, l'absence de complications obstétricales était associée à la prise d'hydroxychloroquine 2 fois moins, globalement, s'il y a une prise de Plecanil. Un petit mot sur les traitements futurs. Rien de nouveau, je vous le disais, en termes de résultats d'essais thérapeutiques de phase 3, aucune. Quelques phases 1, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Je dirais un petit mot, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'ici, du Blizibimod. Le Blizibimod, vous le voyez sur ce schéma, est un anti-BAF Bliss. Le belimumab, médicament approuvé, est un anticorps monoclonal qui va inhiber le BAF soluble. Eh bien, le Blizimimob, lui, a une action, tout d'abord c'est une protéine de fusion, une protéine avec un fragment FC d'immunoglobuline IgG1, et puis un récepteur qui sera capable de fixer avec une très haute affinité, 200 fois plus d'affinité environ que le belimumab, tant le Bliss soluble que le Bliss membranaire. Donc on pourrait s'attendre à une meilleure efficacité. Alors les essais de phase 2B, les résultats, ils ont été montrés à l'ACR l'année dernière déjà. L'objectif principal n'est pas atteint dans cette étude, mais en revanche, si on prend le SRI, SLE Response Index, à un niveau 5, 6, 7 et 8, là, la molécule est active et finalement, autant cibler des patients sévères, et si sur des patients sévères la molécule est active, c'est la moindre chose qu'on demande à une molécule innovante. Donc, si le primary endpoint n'était pas atteint dans cette phase 2B, un signal très important sortait sur le SRI 5, 6, 7, 8. Et là, Petri a fait un focus sur la fatigue. On peut sourire, mettre un biologique pour la fatigue. Néanmoins, dans le lupus, c'est un symptôme qui est souvent au premier plan. C'est souvent le premier des handicaps, la première plainte des patients, avec un retentissement important sur la qualité de vie, sur la vie familiale, sur la vie professionnelle. Et en analysant donc cet objectif secondaire, eh bien, le score de fatigue apparaît significativement amélioré, vous le voyez, dès la 8e semaine, avec une différence qui s'accentue au cours du temps, et une différence qui est non seulement significative au plan statistique, mais une différence aussi significative au plan de l'aspect cliniquement relevant. Et donc cette molécule poursuit son développement. Les essais de phase 3 sont en cours. Et si les essais de phase 3 confirment l'espoir dans cette molécule, on attend cette molécule pour 2019 environ. Je terminerai par ce travail de Frédéric Oussiot, qui est un travail de longue haleine et qui nous apporte des données intéressantes. Vous connaissez l'étude Maintain. L'étude Maintain, c'est l'étude qui a visé à évaluer
le MMF et l'azatioprine dans le maintien de la rémission des patients avec glomérulonéphrite lupique qui avaient été mis en induction de la rémission par le protocole Eurolupus. Et cette étude a montré que le MMF n'était pas supérieur à l'Immurel. Et là, l'équipe de Frédéric montre les données à 10 ans. Que sont devenus ces patients à 10 ans et quelles sont les données pronostiques qui laissent présager d'un bon pronostic rénal, c'est-à-dire du maintien de la fonction rénale. 105 patients avaient été randomisés entre 2002 et 2006 et 13 seulement ont été perdus de vue. Donc sur les autres patients, on pourra analyser les résultats. 22 poussées rénales dans le groupe azatioprine et 11 dans le groupe MMF à 10 ans. Vous voyez, finalement, ce n'est pas énorme et la différence n'est pas significative entre les deux groupes, confirmant encore une fois qu'il n'y a pas de supériorité du MMF sur le long terme à l'azatioprine. L'objectif du travail était de déterminer le cut-off de protéinurie au mois 12 qui laissait présager un bon pronostic rénal. Le bon pronostic rénal était défini, il est critiquable, mais il est défini ainsi, c'est un taux de créatinine qui reste inférieur ou égal à 10 mg par litre. Et un mauvais pronostic rénal si le taux de créatinine au cours du suivi va passer au-dessus de 10 mg par litre. Évidemment, la clairance, le DFG aurait été beaucoup plus relevant, mais il n'était pas accessible dans les dossiers des patients. Et par analyse de ROC, au mois 12, vous voyez que le cut-off de protéinurie qui présage d'un bon pronostic avec la meilleure sensibilité et la meilleure spécificité, c'est 0,7. 0,7 grammes par 24 heures. Donc si votre patient atteint de glomérulonéphrite proliférative, traité par n'importe quel régime de mise en induction et de maintien, si à 12 mois, il a une protéinurie inférieure à 0,7 grammes par 24 heures, il a un bon pronostic rénal, avec peu de chances de se tromper. Et ce résultat extrêmement intéressant et qui montre que finalement le choix de Frédéric Coussiot de la protéinurie de 24 heures était un bon choix. C'est très à la mode actuellement de ne plus faire les protéinuries de 24 heures parce que c'est beaucoup plus simple de faire un spot protéinurie sur créatininurie. Eh bien, en faisant le spot, si on fait des corrélations entre le spot et les protéinuries de 24 heures, on voit qu'il y a d'énormes différences. Or, tous les essais thérapeutiques aujourd'hui dans la glomérulonéphrite lupique sont basés sur le spot. Eh bien, vous pouvez voir sur ce graphique qu'il y a une assez bonne corrélation entre le spot et la protéinurie de 24 heures quand les protéinuries de 24 heures sont basses, inférieures à 0,5 g 24 heures. Mais quand les protéinuries sont élevées, il y a parfois des discordances énormes qu'on a perçues dans le service ces derniers mois. Dans la sélection des patients pour les essais thérapeutiques, on a parfois des patients avec des protéinuries des 24 heures au-delà de 2 grammes. Et des spots qui, une fois, sont à 1, une fois sont à 0,8, une fois sont à 1,5, et donc totalement discordant la protéinurie des 24 heures. Donc plus la protéinurie semble élevée, moins il semble y avoir une bonne concordance. Ça remet franchement en question les données des essais thérapeutiques en cours et les résultats qu'on va en tirer basés sur ce simple spot. Et bien voilà, Rome Yeulard 2015, c'est terminé avec quelques difficultés, les avions annulés, tout ça. Le soir tombe, parce qu'ici le soir tombe vers 9h, 9h15, eh bien on dira au revoir à Rome, et puis bonjour à San Francisco, et je vous invite à nous rejoindre en novembre prochain. Merci, à bientôt, ciao.